On était une bande de potes, on faisait la même chose. On rappait tous. Vous êtes là! On est jeunes et ambitieux. Pour moi, c'est un mouvement, c'est une époque. C'est pas seulement du rap, c'est pas seulement un disque de rap à succès. Hé, tonton! Les cabas, ils sont trop lourds! 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 Eh oui, tonton. Je suis fier de cette époque. C'est quelque chose qu'on a fait tous ensemble. Le truc qui me fait lever le matin, c'est le kiff. J'ai envie de kiffer, c'est ce qui me motive le plus. Tout ce que je voulais faire dans la musique, je l'ai fait. Bienvenue. Ça va bien? Ça va bien. Rimka, bienvenue dans Click, 25 ans de carrière, 2 disques de platine, 5 disques d'or, le 113 groupe iconique, membre de la Mafia Quinfri, mais également 20 ans de carrière solo. Et une grande fête, la grande fête du rap français, peut-être la plus grande fête du rap français, le 12 décembre 2025 à l'Adidas Arena. Je dis 2024 parce que la billetterie, elle ouvre en ce moment, donc c'est le 12 décembre 2025 à l'Adidas Arena. Et j'utilise le mot grande fête à bon escient. Est-ce que c'est comme ça que tu le vois? Ouais, c'est une fête parce que, bon, souvent, moi, on m'appelle tonton par rapport au grand mythique titre iconique Tonton du Bled, mais c'est aussi mon rôle. Je suis aussi un tonton dans la vraie vie. Et dans le rap français, c'est la place aussi que j'ai. Donc je pense que quand on parle de fête, on se trompe pas. Ça va être le tonton, les neveux, la famille, les nouveaux, les anciens. Tous les membres de la famille seront là et j'espère que ce sera mémorable. Parce que l'affiliation, elle est très importante chez vous. Il y a plein de groupes qui sont des écoles. Vous êtes une école du rap français. Vous descendez de l'école Expression Directe, et qui sont une vraie école. Et vendre des disques, ça ne veut pas dire ne pas être une école. Expression Directe, c'est un des groupes qui a une des plus grosses importances. Même moi, je me revendique d'eux. C'est des gens qui nous ont donné la force. Et toi, tu fais partie des gens qui n'ont pas de petits. Tu as grandi avec tout le monde. Il n'y a pas de petits, il n'y a pas de grands. C'est-à-dire qu'à la même enseigne, on a des gens de la Mafia Quinfri, on a Tif, on a Kekra. Et tu as toujours respecté les gens, quel que soit leur âge et leur génération. Parce que moi, la musique, déjà, comment je l'ai vécu au tout départ, je l'ai vécu comme un partage. C'est-à-dire que jamais j'aurais pensé que j'aurais fait une carrière solo, par exemple. Pour moi, c'était les premières années de rap, je pensais pas à ça. Je faisais de la musique avec mes potes, je kiffais. Et puis c'est aussi l'éducation. Moi, je viens d'une grande famille, on est plein à la maison, tout. Donc, comme dit souvent mon père, à son âme, il disait « Tout ce qui rentre à la maison, ça appartient à tout le monde ». Et donc, moi, c'est un peu comme ça que j'ai vécu ma carrière et la musique, j'ai toujours vu comme un partage. J'ai fait une carrière solo par la suite parce que j'avais des convictions et des messages à faire passer qui étaient plus intimistes, plus personnels. Mais pour moi, la musique, c'est un partage. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas de difficulté à me mélanger avec un Tif qui est originaire d'Algérie, que j'ai rencontré là-bas en concert, ou avec Kekra que j'ai contacté par Instagram parce que je kiffe sa musique, tu vois le délire. Toutes ces années de carrière, ça mérite un prix et tu vas recevoir le Homard d'Or. Je suis fier de toi. Je suis honoré. Voilà. Vraiment, c'est un prix maison, quoi. Merci tout le monde, le quartier, la famille. Non, même Omar Sy, c'est quelqu'un qui est dans mon cœur, que j'apprécie beaucoup. Je suis obligé de raconter une anecdote sur la première fois où on s'est vus. C'était en 97. J'avais 17 ans, t'en avais 19, mais t'en paraissais 25. Vous veniez de sortir Truc de fou en maxi, d'accord? Et c'est un projet qui comptait beaucoup à l'époque pour Mehdi. Et vous venez à la radio. Et à la fin de l'émission, ça rappe, ça freestyle, ça rigole. Et tu me dis, passe-moi le DAT. Je dis, j'ai pas de DAT. L'émission, on l'enregistre sur cassette. Et tu me dis, comment ça, sur cassette? C'est quoi cette radio? Et là, je me dis, je vais me faire vanner. Tu sors une autre cassette de ta poche et tu dis, on fait une deuxième émission. Incroyable. En fait, on débordait d'énergie, tu sais bien, tu nous as connus. On était prêts à refaire 6 fois l'émission, on voulait absolument repartir avec. Pour nous, c'était plus important que de passer à la radio, c'était de repartir avec ce qu'on venait de faire, tu vois. Et même surtout qu'à l'époque, pour s'enregistrer et tout ça,
C'était pour nous, c'était pas facile, tu vois. Ces moments-là, c'est vraiment ces moments-là qui nous ont fait, tu vois. Et c'est des gens comme toi que j'ai croisés sur ma route. Il y en a qui ont des témoignages comme ça, qui sont sortis de nos têtes des fois et qui rendent l'histoire encore 10 fois plus belle. Et dans le studio, je m'en suis rappelé tout à l'heure, une personne voilà, qui était là et qui vendait des chemises. Et Mokobe lui a acheté une chemise, imitation Versace. Mokobe ne l'a jamais payé. Et mon pote a dit, de toute manière, c'était du falche. Voilà. Incroyable. C'est les souvenirs de dingue, ça. C'est les meilleurs. Pour moi, même le début de carrière, c'est toujours les choses dont on se rappelle le plus, qui sont ancrées dans la mémoire, quoi. Et autre souvenir de ce moment-là, on était des ados, en fait. On se rendait même pas compte de ce qu'on faisait. Ouais. Vous aviez des instrus. Et là, dans les cassettes d'instrus, vous aviez freestylé sur ce qui allait devenir Wegro, avant qu'il y ait le maxi chez Espionnage. Et ce son, il faut absolument qu'on en parle, en fait, de l'histoire de Wegro. Ouais, Wegro, en fait... Déjà, l'expression, ça me parle. Bah, Wegro, c'est devenu, comment dire, un mot de la street, qui était utilisé partout. Mais ce morceau-là, en vrai, il part un peu de la folie de DJ Mehdi, paix à son âme, qui faisait des prods comme ça, différents de ce qu'il faisait d'habitude, et qui nous avait fait écouter à une séance studio pour Secteur A, qu'il était venu faire écouter des prods. Et moi, j'ai kiffé l'instru, et cet instru-là, je pense que c'est le point de départ de tout ce qui a découlé de 113 sur l'album Prince de la Ville, parce qu'en vrai, c'était un parti pris musical, et qui a donné le ton sur tout le reste, en vrai. Mais il y avait déjà le truc de 113 peut rapper sur tout. C'est ça. Il y avait le truc de fou, déjà, c'était un instru qui était hors du commun avec Doudou Masta. Et là, c'était la réputation de 113. Mais il y avait aussi de l'autre côté la réputation, c'est les vilains petits canards. Ouais, il y avait quand même ça. Maintenant, ça va, 30 ans de carrière, on peut le dire. Ouais, c'est vrai, on avait cette image-là parce qu'on était authentique, on était nous-mêmes. On n'avait aucun plan de carrière, on n'avait aucune structure, on voulait juste kiffer entre potes, aller dans les radios, tuer les freestyles et écouter ça le soir avec notre petite cassette au quartier, dans la voiture, avec tout le monde en vrai. Ça allait pas plus loin que ça, quoi. Et il y avait cette phrase à l'époque de Carlito, on se la joue artiste parce que c'est pas trop compliqué. Aussi, c'est vrai. Parce que c'était moins dur que d'aller faire d'autres actes pour lesquels ma ville est très connue. Tu vois le délire. C'était tellement facile de tomber dans le crime, là où on a grandi, que finalement, c'était pas si dur que ça de faire du rap. Et il nous a sauvés. Dieu merci. Et vous êtes surtout tombé dans la musique. Parce que je tiens à le dire, tu connaissais par cœur toutes les instrus. Tu me parlais de groupe Home. D'ailleurs, tu as fait un morceau avec Lil Dap. Ouais. Dingue de tous les groupes de l'époque. Tu étais taré de musique. C'est-à-dire que c'était déjà un travail, en fait, pour toi. Ouais, parce que, en fait, c'est la passion qui m'a amené là. Moi, pour moi, c'est comme... j'aime bien faire les choses à fond. C'est-à-dire quand je fais quelque chose, j'aime bien prendre toute la mesure. Et ça fait partie de ça. C'est-à-dire que tu veux être le meilleur, il faut t'inspirer des meilleurs, il faut voir ce que les meilleurs font. Et les meilleurs, ils étaient outre-Atlantique, aux USA. Et on a eu des albums qui sont devenus classiques et cultes. Et je les ai décortiqués, je les connaissais par cœur. J'allais regarder les noms des ingénieurs du son dans les crédits pour aller retravailler avec eux plus tard. Tu vois, c'est tout ce travail-là, pour moi, il était essentiel. Et il m'a forgé, il fait partie de mon socle, d'aller rechercher ailleurs et chez les meilleurs aussi ce qui se fait. C'était un peu la schizophrénie de votre équipe. C'était à la fois des mecs de rue dingues de musique, mais avant tout des mecs de rue. C'était un truc compliqué à gérer. Ouais, c'était un vrai paradoxe parce que il faut une rigueur pour être musicien, pour être artiste. Il y a une vraie rigueur de travail, et toutes ces choses-là, on ne les avait pas assimilées au départ. Donc pour nous, c'était un travail très compliqué à faire. Et ça a mis plusieurs années avant qu'on se professionnalise, tu vois. Et comme souvent je dis, c'est pas nous qui racontions ce qu'il y avait en studio, c'est la rue qui se retrouvait dans le studio, tu vois. Et c'est ça aussi qui a donné ces morceaux. On sentait vraiment la ferveur des quartiers populaires dans tous les titres de 113 ou d'Hidalgie.
il y avait cette phrase de Kerry James, justement, il n'y a peut-être pas une équipe dans le rap qui ait tant souffert. Et est-ce que ce qui vous a fait le plus de mal ou le plus divisé, c'est finalement pas le succès? Est-ce que vous avez résisté à des choses auxquelles personne ne résiste? Vous êtes relevés après des drames, tous ensemble. Et on a l'impression que ce qui vous avait le plus fait de mal, c'est le succès. Ouais, c'est le succès, parce que après, il y a des gens qui... Après, une fois qu'il y a des enjeux d'argent, tout simplement, et c'est pas lié qu'à la musique ou à la rue, ou c'est lié à l'être humain. Une fois qu'il y a des enjeux d'argent et que certains y voient intérêt de produire un tel ou machin, ça commence à créer des divisions autour de nous. Et c'est dommage. Moi c'est le vrai regret que j'ai par rapport à la Mafia Quin Free, c'est que on n'avait pas de connaissance de tout ça, on n'était pas professionnalisé. Moi, l'un de mes rêves, c'était de monter le label, récupérer chaque artiste, qu'on ait notre structure, notre mouvement. Pour moi, c'était bien plus qu'un groupe de rap, tu vois. Et c'est vraiment le vrai regret que j'ai, c'est celui-là. Avec le 113, j'aimerais qu'on regarde un extrait du documentaire consacré à Mehdi, incroyable. C'est un des moments les plus drôles de votre histoire, parce qu'il faut qu'on rigole un peu. Il s'est incrusté, le mec, en costard. Vas-y, viens, je veux rentrer. Tiens, il est avec nous. C'est comme ça qu'il s'est incrusté, lui. Parce que les gens, des fois, ils peuvent se dire, ça doit être leur producteur. On dirait un mec des maisons de disques. C'est un mec qui était dehors, qui s'est retrouvé à côté de nous, assis aux victoires de la musique. L'enfoiré, il me ressemble. L'enfoiré, c'est comme ça qu'il nous a eu, en fait, tu vois. Ah, il s'est fait passer pour un cousin à toi? Tu t'es dit dans le doute? L'enfoiré nous a bien eu. Mais le pire, c'est qu'il est resté avec nous toute la cérémonie. Il était assis à côté de moi, on est parti. Après, il a dit, bon, on va où après? Je dis, mais c'est qui ce type, tu vois? Ça, c'est des souvenirs. Et c'est pour montrer, justement, la symbolique, c'est quoi? C'est que c'est pas le succès de 113, c'est le succès du quartier. C'est le succès de tout le monde, tu vois? Le soir des Victoires de la musique, dans les loges, on était peut-être une trentaine, tu vois? Et c'était... Et c'est ces moments-là qui sont pour nous le plus important, c'était de partager ça avec les potes. Cette époque 113, enfin, pour moi, ça rime avec truc de fou. C'est le morceau qui vous a fait connaître et vous avez vécu que des trucs de fou. Est-ce qu'il y a une anecdote où à chaque fois que ça va pas, tu y repenses et tu tapes une barre de rire? Ben en fait, dans les années 2000 même, l'année 2000, c'est l'un de mes concerts les plus dont je me rappellerai toute ma vie parce que c'était incroyable. On fait le stade à Alger du 5 juillet avec 113 et l'organisateur voulait absolument que je traverse le stade dans la 504 et qu'on arrive dans la 504 pour arriver sur scène comme on a fait aux Victoires de la musique. Il tenait à cette symbolique. Sauf qu'on est en Algérie, tu traverses un stade et la ferveur, etc. On a mis peut-être 1 heure à traverser tout le stade. Et finalement, j'ai vu quasiment tout le public, en vrai. J'ai vu tout le monde, tu vois. Et puis les flics autour de nous. Ça, ah non, franchement, c'est des souvenirs de malade. Parce que moi, jamais de ma vie, faut recadrer l'époque. Il y a eu les années noires en Algérie, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées politiquement en Algérie. Et de revenir par la grande porte comme ça, en artiste, en jouant dans un stade comme ça, franchement, jamais j'aurais pu penser ça, aller tourner en Afrique qu'on a fait avec les copains, tout ça, c'est le meilleur souvenir. C'était qui le plus fou ou le plus marrant en tournée du groupe? Bah, un peu comme dans le docu, hein, vous avez vu, hein, chacun avait son rôle. Chacun avait son rôle. C'est lui qui tient le truc, qui tient les rênes, et puis t'as Moko qui ramène la rigolade, etc. On avait tous un rôle, mais on était complémentaires, et c'était ça la force de 113. C'est... même avec DJ Mehdi, pour nous, qui était le 4e groupe, on avait une alchimie qui était... Alors, j'ai une vidéo qui le ferait rire, c'est une reprise de... c'est une reprise de Tonton du Bled en chinois. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors, dans une semaine, je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Il est incroyable, lui. Alors, dans une semaine, je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas. Incroyable. Il est chaud. Il est très très chaud. Tonton du Bled, le héros du morceau, c'est ton père. Ouais. Est-ce que tu peux en parler? Ouais, pas à son âme. Tu sais, il y a une fierté, là, il y a un truc dont je suis très fier. Ça s'est passé l'année dernière. Ils ont ouvert le musée de l'histoire et de l'immigration
à Porte Dorée, à Paris. Et on m'a demandé l'autorisation s'il pouvait exposer l'œuvre Tonton du Bled. Et là, je repense à mon père, tu vois. Je me suis dit, s'il était encore là, il aurait été fier de moi et il aurait vu que c'est pas seulement de la musique que je voulais faire, mais c'était aussi le rendre fier et rendre fier toute la famille et toute notre histoire. Autre personne qui peut être très fière de toi, Doualès, c'est ta mère. Pardonne-moi maman, j'aurais dû t'écouter. Pardonne-moi maman, au fond de moi je suis dégoûté. Pardonne-moi maman, je suis devenu un homme grâce à toi maman. Je voulais juste te remercier. Ouais, bah, c'est difficile pour moi d'en parler, mais moi, mes parents ils m'ont tout donné. Hein. Tu sais, c'est pareil pour plein de gens issus de l'immigration. Ils sont tellement sacrifiés pour nous, ils ont tellement tout donné, qu'aujourd'hui, on leur doit tellement, et de plus pouvoir leur rendre ce qu'ils m'ont donné encore aujourd'hui, c'est déchirant. Moi, quand je parle avec mes neveux, mes nièces, les gens de mon entourage, je leur dis, c'est les premiers mots qui me viennent, c'est mettez votre maman au-dessus de tout. C'est important dans la vie d'un homme de pouvoir témoigner de ça. Pour toi, de l'avoir gravé sur disque. Moi, j'ai la chance de ça. Franchement, il y a d'autres gens qui n'ont pas cette chance, qui passent par des thérapies, qui ont du mal à faire le deuil de leur famille, qui ont du mal. Moi, j'ai eu de la chance de faire de la musique, de pouvoir le partager avec tout le monde. Donc, je me sens privilégié là-dessus. Et c'est là, c'est un peu cliché de dire ça, mais de faire de la musique, c'est une sorte de thérapie, c'est vraiment réel. Tu penses que tu aurais pu devenir fou? J'aurais pu, parce que on avait beaucoup de drames autour de nous. Et quand tu perds tes repères, c'est tellement facile, tu deviens très fragile et c'est facile de vriller et de perdre pied. Quand on réécoute un des premiers morceaux de rap, c'est The Message. Et le refrain, c'est Don't push me, cause I'm close to the head. I'm trying not to lose my head. J'essaie de ne pas devenir fou. C'est ça en fait. C'est que nous, on a grandi dans une société où on a eu du mal à trouver nos repères. Aujourd'hui, quand on a réussi, etc., on se rend compte que c'est pas si facile en vrai. C'est pas si facile que ça. Tu vois, il y a des traumatismes, il y a des marques qui sont indélébiles. Et on porte notre histoire sur nos épaules. Et on se doit de la représenter, cette histoire-là. On se doit de la... Il y a un héritage qu'on a et qu'il faut qu'on transmette. C'est notre rôle à nous. Pas seulement les rappeurs. Moi, je parle de tous ces jeunes-là, issus de l'immigration. Peu importe d'où tu viens, d'Afrique, de n'importe où. On a ce devoir-là. Tu es très connecté avec je dirais même avec toutes les nouvelles générations. J'aimerais qu'on parle d'un artiste avec qui tu as collaboré, c'est Rich Homie, qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps que ça, d'une overdose. Et lui, il fait partie d'une génération sacrifiée. Cette génération qui prend des drogues que vous ne preniez pas, qui tourne à des cadences infernales, qui doivent produire énormément de morceaux, parce que les plateformes de streaming demandent énormément de morceaux. Comment tu la vois, cette génération-là? Ben, franchement, moi, je pensais on savait qu'à un moment ou à un autre, le rap allait se commercialiser dans le sens où devenir un vrai business, dès qu'il y a eu du succès, des gros disques à succès, forcément, ça s'est structuré, que ce soit en France, aux États-Unis, tout le monde cherchait sa pépite, le nouveau rappeur, le nouveau phénomène, etc. Et quand Atlanta, la vague, elle est arrivée, ben, y a plein de gars qu'ils ont envoyés au feu. Alors aujourd'hui, il y a Futur qui est costaud, mais il y en a plein qui sont envoyés en l'air, il y en a plein qui se sont fait dessouder. Et ça, c'est... Jamais j'aurais pu l'imaginer, moi. Jamais. Il y a toujours eu du crime dans le rap, la rue, tout ça. Il y a un vase communicant, il n'y a pas de problème. Mais là, on a dépassé un stade. Quand on voit l'année dernière le nombre de rappeurs qui sont fait tuer aux États-Unis, quand on voit la mort de Rich Homie qui s'envoie en l'air comme ça, ce qui est la folie du rock de l'époque, on regardait les rockers comme des fous, en se disant, mais ils vivent tellement le truc qu'ils s'envoient en l'air, mais c'est en train d'arriver dans le rap, tu vois. Qu'est-ce que ça t'a apporté, les JO? Les JO, franchement, je me suis balade, tu vois, cet été,
J'étais un peu partout, en Espagne, etc. Et de voir que c'est un phénomène, que c'est un truc... Toute la planète, t'as vu? Toute la planète. Franchement, c'est une grosse fierté. Surtout que j'ai fait ce que je voulais. Et le plus important pour moi, si j'ai accepté de le faire, c'est de pouvoir divulguer un message de paix. J'ai dit, moi, je veux le faire, mais il faut me laisser dire ce que je veux. Et on m'a laissé. Et mes premières paroles, je commence tout ça, je commence là-dessus, quoi. Juste un jour de paix pour faire cesser les bombes. Et c'est à ça aussi que sert le rap. C'est l'essence du rap. C'est de pouvoir représenter les minorités et mettre le doigt là où ça fait mal, et ne pas avoir peur de ça. Et autre question par rapport à la suite. T'es la preuve, d'autres artistes sont la preuve que le rap n'a pas d'âge. Est-ce qu'arrêter, ça fait partie de tes projets ou même pas en rêve? Non, parce que ça fait partie de ma vie. C'est comme... c'est un équilibre. J'en ai besoin dans ma vie de tous les jours. J'ai besoin de faire de la musique tout le temps, tout le temps. Donc après, est-ce que je sortirai des disques encore jusqu'à je sais pas quel âge? Je suis pas sûr. Mais de la musique, j'en ferai toute ma vie. Ça, c'est sûr. Est-ce que pour durer dans la musique et dans le rap, il faut avoir un ego surdimensionné, opposé à une humilité de se dire bah, c'est un jeune de 16 ans qui connaît peut-être mieux que moi ce qui se passe? Bah, c'est comme ça que moi, en tout cas, j'ai trouvé mon équilibre. C'est comme ça que moi, je suis encore là aujourd'hui, en vrai. C'est que j'ai l'humilité de me dire le petit frère qui arrive aujourd'hui, il a quelque chose que tu n'as peut-être plus. C'est l'insouciance. Et l'insouciance, ça donne des trucs incroyables dans la musique. Parce qu'il y a une spontanéité, le fait de rien contrôler comme ça donne de la magie de dingue. Et ce truc-là, avec le temps, tu te professionnalises, tu le perds. Donc de se mélanger avec les petits frères, ça me rapporte ce truc-là. Mais le bien que ça me fait, c'est dingue. Est-ce qu'il y a un album solo de Rimka qui arrive? Il y a un gros projet, ouais. Il y a un projet qui est en cours et qui, je pense, sortira avant la fin de cette année. Il est quasiment bouclé. Il y a des belles sonorités, des belles choses en préparation et ça va faire mal. Est-ce qu'il y a une annonce autour de Prince de la Ville? Ben, les Princes de la Ville, c'est moi-même qui m'y ai affaire pour le rendre disponible sur les plateformes de streaming. Et j'en fais un point d'honneur. C'est-à-dire que je suis prêt à tout pour ça. J'ai tout fait, ça fait 2 ans que je travaille dessus. Et je pense que ça passe par là. Le retour de 113 ou de quoi qui peut se passer autour de ce groupe-là, c'est cet album-là qui est la pierre angulaire de tout le reste. Est-ce que, par exemple, on peut imaginer une scène Prince de la Ville, un événement comme ça? Ce serait cool. Ouais, ce serait bien. Ça peut remplir des salles incroyables. Ouais, ça pourrait remplir des salles incroyables. D'ailleurs, avec la ferveur du documentaire, on a reçu énormément de propositions. Et après, nous, on est focus sur le fait qu'il faut remettre Prince de la Ville sur les plateformes. Et puis aussi, on va faire la fête aussi le 12 décembre avec les copains à l'Adidas Arena, qui sera déjà aussi l'un des moments de pouvoir se retrouver et partager ensemble. Et on sera là. Avec plaisir. Merci, tu es Rimka. invité, mon frère. Merci. Rimka nous a préparé un très joli cadeau, un live avec Vladimir Cauchemar qui l'accompagne. Mais avant, on a cliqué pour vous sur ma série préférée de l'année. Mayor of Kingstown, c'est Jeremy Renner. Génial, en maire donc. Enfin, il est pas vraiment maire, mais il fait le lien entre tout le monde dans une ville qui compte plus de prisons que d'épiceries bio pour que tout se passe bien. Et attention spoiler, rien ne se passe bien. En même temps, je les comprends, les prisonniers. Ils auraient quand même pu leur laisser une petite vue sur la mer. C'est frustrant, là. Mais bon, ils peuvent pas tout avoir. Ils ont déjà Élise Lucet en prof d'histoire, une salle de sport en plein air qui a l'air quand même vachement mieux que mon néonès en sous-sol à 29,90 € par mois. Alors la mer, on verra plus tard. Plus sérieusement, au départ, on a regardé ça avec un peu de circonspection, tellement tout ça avait l'air masculiniste comme au XXe siècle. Les rares femmes de la série sont à moitié à poil sur des barres de lap dance. Damn, there's some fine-ass women in this motherfucker. Les mecs accélèrent et tapent sur leur volant quand ils sont vénères parce que c'est des mecs, des vrais, et puis ça sort les guns, même quand il n'y a pas lieu de sortir les guns. Ouais, regarde, la mienne, elle est plus grosse. Mais assez vite, l'ambiance, la prod, l'écriture, tout en lenteur, finissent par nous séduire et on se laisse prendre jusqu'à la fin de la 3e saison. La beauté des plans est sidérante, regardez bien ce pont, regardez comme c'est beau. On ne vous dit rien, mais clairement, il va se passer plus de trucs que sur le pont de Saint-Nazaire un week-end de chasse et croisée. Yo, go get me
snow cone. Alors oui, évidemment, c'est violent, mais on a un peu envie de vous dire que la guerre entre les gangs, les bavures contre les prisonniers, la mafia russe, tout ça, bah c'est pas vraiment Disneyland. Donc le montrer aussi frontalement, sans filtre, sans le diluer, on dit oui. 8 sur 10 donc. Par contre, Kamala, on est d'accord que pour éviter que tout ça existe vraiment, on légifère sur le contrôle du port des armes à feu très vite dès que t'es élu, hein. Bisous. Tonton, les cabas ils sont trop lourds. Yeah. Rimka en live sur Click. Rendez-vous le 12 décembre à l'Adidas Arena pour une belle fête. Amé Karim, tonton du bled. Yallah. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas. Pour toutes les princesses et les princes des quartiers populaires de France, celle-là, elle est pour vous. On est jeune et ambitieux, parfois vicieux. Faut que tu dises que tu peux être le prince de la ville si tu veux. Où tu veux, quand tu veux, quand tu veux. Ouh. Vladimir Cauchemar au platine, Rimka aux manettes, on y va. C'est pour les gens valjean, les gros barjots, les rageux qui roulent en Clio à l'ancienne avec un joint jaune. Je ressors le fusil qui fait valser les sangliers et je mets l'aiguille dans le rouge, j'enroule les billets. Comme le petit Kylian, moi tu me parles pas d'âge. Je vais leur faire des tortures qui datent du Moyen-Âge. Si la volée arrive, je me cache dans les pistes. Libérer les frérots qui sont dans les coursives. Je peux te raconter mon histoire, elle est beaucoup trop triste. On joue au cache-cache avec l'autrice. La plupart c'est des faux, leurs sacoches c'est des fausses. Leurs liasses de temps elles sont toutes petites. Yeah. Adidas Arena, bientôt. T'inquiète, bientôt je les canne. Je suis avec tonton, je fume un col. Une grosse paire de couilles, une rafale, je suis dans ton hall. Pas de cocaïne dans mon nez, mais je fume le jaune. J'ai dit pas de cocaïne dans mon nez, mais je fume le jaune. Jamais, 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 non. Air Max, TN, renté, les affaires. Demain, j'arrête, c'est promis. Yeah. Air Max, TN, renté, les affaires. Demain, j'arrête, c'est promis. On a passé les gourmettes, j'ai la tête sur le capot. Si je glisse au cachot, partage avec mon co. Détenu, empreinte, photo, enquête, photo. Quand t'es dans la merde, y'a plus de poteaux. Je me verse quelques gouttes, je roule, je fume, je tousse. Je sais même plus quelle journée, j'ai la tête dans ces je roule, je fume, je tousse. Fallait pas réveiller le monstre. 12 diamants sur la montre, y'a mon sol. 12 décembre 2025 à l'Adidas Arena, Rimka, je vous attends. Yeah. Direct sur Click. C'est l'aime aujourd'hui, j'avoue, j'ai mauvaise mine. Je vais me transformer comme dans les années. Je casse mon figo, je veux pas qu'on me localise. Ils veulent nous contrôler jusqu'à la salive. Je suis un mauvais client, je suis pas le cœur de cible. Gardez vos plans foireux, gardez vos nuls. J'ai mes plugs, ma team, je connais les travers de ce monde de brut. Je roule sur la capitale avec mes généraux. Comme un félin, j'ai plein de sang sur le museau. Je veux pas abriter tout le monde sous mon parapluie. D'après les miens, j'ai le syndrome du super-héros. Je prie toujours quand je chante de la maison, comme si je ne revenais plus à la maison. J'allume un pétard, je te sors le pétard. Y'a des cassures quand rien ne répare. Je suis pas influenceur ni influençable. On ne met pas du vernis à 11 sur des griffes. Sur mon dos brodé le logo de l'Afrique. Mon poussé en cuir pesé au moins 200 litres. On est vendredi, je suis beau en camise. Je passe au quartier visiter la famille. Sur les murs du hall, ils ont inscrit des tarifs. J'ai vu trop de mères enterrer des fils. J'ai des traumatismes et des pensées ténébreuses. Ça ira mieux demain. Blessure d'hier, on s'en remet à Dieu. On guérit avec le temps. Je marche sous la flotte, je m'allume une clope. J'observe le nouveau monde. Je reviens de guerre, j'ai pas les mains propres. Rimka en live sur Click. Rendez-vous le 12 décembre à l'Adidas Arena 2025. Bisous.